Oui, Didier Bonijoli du BRGM. Bonjour. Une question qui s'adresse essentiellement aux premiers intervenants. On voit actuellement que les émissions de CO2 ont fortement augmenté et ne sont plus du tout maîtrisées. Certains spécialistes disent même qu'on s'approche assez dangereusement des 400 ppm. Donc on est en train d'exploser les prévisions. On voit également que la réglementation, enfin l'organisation d'une réglementation au niveau international pose de réelles difficultés. En particulier, donc les prochains accords qui sont en cours de discussion sur Durban risquent d'être assez clés à cet égard. On s'aperçoit de plus en plus finalement que si l'on regarde la feuille de route de l'ADEME, dans la matrice à deux entrées qu'on avait établie, on se situe peut-être de plus en plus dans ce qu'on avait prévu comme étant le pire des scénarios, c'est-à-dire une incitation réglementaire faible et un contexte sociétal dur. Donc, ma question, elle va donc s'adresser à vous de l'ADEME et du ministère. C'est comment verriez-vous les conséquences d'un échec de Durban ? Oui, alors, je pense que par rapport à ça, effectivement, on peut dire qu'au niveau mondial, si on n'arrive pas à avoir un accord international sur finalement aussi le prix du CO2 à long terme, ça posera des questions sur la viabilité, la pérennité de la filière du captage, stockage du CO2. Notre approche est quand même de dire, indépendamment de ça, évidemment ça serait une impulsion forte et favorable, indépendamment de ça, ce qu'on avait dit tout à l'heure, ces solutions-là présentent un potentiel intéressant pour différentes raisons, pour la France, concernant la compétitivité des bassins, concernant la réduction des émissions de CO2 et autres. Donc, sans attendre des avancées au niveau international, je peux dire que nous, on avance, et ceci aussi dans un cadre européen, parce que ce que tu dis là, je pense au niveau européen, on peut quand même constater une certaine dynamique, même si, effectivement, il se pose encore des questions sur le prix du quota, sur la faisabilité des différents mécanismes qui ont été mis en place pour soutenir les projets. Voilà, donc moi ce que j'ai envie de répondre tout d'abord, c'est de dire, vu les technologies, vu l'intérêt qu'ils ont aussi pour le marché français, nous, on avance. Et évidemment, nous aussi, on travaille en faveur d'avancées au niveau international qui peuvent donner des impulsions supplémentaires. Mais le fait qu'au niveau international, ça avance peut-être moins rapide que prévu, ça ne nous empêche pas, quand même, de travailler nous-mêmes sur la filière. François, Même si ça s'adressait aux personnes de la table, l'ADEME était interpellée aussi dans cette question. Alors, peut-être donner mon point de vue en complément de ce qu'a dit Christian en réponse à Didier. Je trouve ce qui est paradoxal actuellement, c'est qu'on a une prise de conscience de l'ensemble des acteurs économiques au niveau, tous les niveaux des entreprises, des collectivités territoriales sur le changement climatique, des actions qui sont conduites. Et puis, effectivement, une très grosse difficulté à parvenir à un accord au niveau international, surtout dans le contexte de l'ONU avec la conférence des parties et Durban, effectivement. Alors, effectivement, comme l'a dit Christian, il faut, j'allais dire, presque mettre à profit et continuer un engagement. Alors, les entreprises ne peuvent pas le faire toutes seules. Il faut qu'il y ait un engagement des pouvoirs publics. C'est pour ça que je crois que le soutien à la R&D, aux démonstrateurs, c'est très important. Il faut donc qu'il y ait une position des gouvernements, de certains gouvernements, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord au niveau global, pour se dire, à un moment ou à un autre, ça reviendra, la priorité climat reviendra. Je crois que c'est le cas en France, ça l'est en Europe, actuellement en tout cas,
peut quand même effectivement avoir des fois quelques petites inquiétudes, en espérant que l'Europe restera pionnière. Mais je dirais ce qui est peut-être positif de mon point de vue, c'est qu'en Chine, ça bouge. Aux États-Unis, pas vraiment, mais en Chine, ça bouge. Et je crois qu'en Chine, ils commencent à se préparer parce qu'ils savent qu'ils vont devoir faire des choses. Et sur le captage et le stockage du CO2, il me semble qu'ils sont concernés. Alors voilà, c'est pas une position, je pense, très optimiste globalement, mais je crois qu'il faut être vraiment conscient des réalités. Et il y a quand même quelques points qui permettent d'espérer qu'effectivement, on va se préparer parce que derrière, ça va être une compétition aussi économique quand ça reviendra et quand effectivement on aura vraiment la certitude que cette filière pourrait y répondre. Merci. Je crois qu'il y avait une question au deuxième rang, là, voilà. Bonjour, je suis Sophie Camard, je suis conseillère régionale PACA et je préside la commission emploi, développement économique, enseignement supérieur et recherche. Et j'appartiens au groupe Europe Écologie Les Verts. Donc je suis venue ici me documenter sur cette question qui m'intéresse beaucoup pour en connaître les enjeux. Et je voulais rebondir sur le dernier exposé qui m'a beaucoup intéressée pour vous donner un peu mon opinion effectivement des freins, mais aussi de la manière d'en sortir de ces freins. C'est-à-dire qu'à mon avis, effectivement, si vous interrogez par exemple effectivement un écologiste sur le captage du CO2 en le justifiant comme un accompagnement d'une centrale à charbon, on part très mal dans le débat, c'est évident. Pourquoi ? Parce que ça donne l'impression qu'on ne change rien et que l'expression c'est on met la poussière sous le tapis et puis on ne change pas les autres problèmes. Sachant que dans un raisonnement écologique, on va raisonner sur le CO2, mais de manière globale sur tous les autres problèmes aussi écologiques qui vont autour, la gestion de l'eau, les problèmes d'extraction du charbon, etc. Maintenant, moi, c'est d'ailleurs un témoignage intéressant, je suis venue à m'intéresser à cette question via le V, c'est-à-dire valorisation du CO2. Et là, ça change tout. C'est-à-dire que si on est capable d'expliquer que oui, on va traiter le problème global du CO2, mais non pas pour l'enterrer et ne rien en faire sous la terre, mais pour le présenter comme un levier d'innovation, de recyclage du CO2, d'émergence de nouvelles activités, tout d'un coup, ça change la perception. En tout cas, moi, par exemple, qui suis écologiste, je suis venue à cette problématique via ce biais-là. Et je pense que c'est aujourd'hui, ma question, voilà, elle s'adresse un peu à l'État et à l'ADEME d'ailleurs, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, on avance sur cette perception-là, est-ce qu'aujourd'hui on lie les deux, valorisation, stockage, ou est-ce qu'on continue de le raisonner de manière séparée ? Voilà, sachant que on avance. J'ai l'impression, par exemple, que le débat sur les microalgues, on a un petit peu les mêmes échéances. Nous, ici, en région PACA, on attend la réponse pour savoir si on va avoir un IEED, un Institut d'excellence d'énergie décarbonée sur les microalgues. Et on soutient, par exemple, ça. Et on voit bien dans l'opinion, ou si on fait un test autour de nous, bah oui. Alors, tout d'un coup, on ne va pas dire non, c'est terrible, on va dire non, c'est génial de valoriser le CO2 avec des microalgues, etc. Donc voilà, donc je pense que la partie, pour moi, en résumé, valorisation est essentielle et qu'il est essentiel d'avancer sur cette partie-là pour réfléchir sur le reste. Merci. Juste une petite information, je crois que Christian va répondre, ou Nathalie, concernant l'IED, Green Star en l'occurrence, sur les microalgues, il a été annoncé qu'il a été retenu la semaine dernière par notre président Nicolas Sarkozy, et donc un IED qui s'appuie sur les deux régions, PACA et Languedoc-Roussillon, et qui avait été monté, accompagné par le pôle Trimatech. Bonne nouvelle. Donc, juste pour répondre à votre question sur la complémentarité, donc c'est vrai qu'on l'a bien vu au niveau de la feuille de route, la valorisation arrive en complément, se positionne en complément du stockage géologique. Alors on est quand même pour l'instant sur des perspectives de quantité plus faibles que ceux qu'on mettra en œuvre par le stockage géologique, mais dans tout ce qui est justement avancée technologique, dans l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé, donc là qui se clôture au 15 novembre sur le captage, le stockage et la
valorisation du CO2, on attend bien justement des démonstrateurs de valorisation, que ce soit par voie chimique, biologique ou autre utilisation un peu innovante. Et donc, il y a vraiment une dynamique engagée dans ce sens-là d'un point de vue technologique. Après, c'est sûr que voilà, il y aura d'autres choses à regarder, comme les bilans aussi CO2 liés à l'utilisation de ces produits valorisés. Donc, il y a plusieurs aspects à regarder. Mais vraiment, la dynamique technologique est engagée. Peut-être juste en complément, merci pour votre intervention, très intéressante. Maintenant, on parle du CSCV. Donc, ça c'est pas encore complètement arrivé dans la tête de tout le monde, mais je pense qu'on commence à en parler, d'ailleurs, y compris à au niveau international. Là, ça devient le CCUS, Use, pour valorisation. Donc pour nous, évidemment, comme dit Nathalie, ça fait partie de la filière du CO2. Mais justement, vous l'avez aussi évoqué, pour vous, c'est important d'avoir une vue globale qui regarde l'ensemble des enjeux, des interactions et des impacts. Ce que j'ai quand même envie de souligner, c'est que regarder la valorisation de façon complètement séparée du stockage, donc de la filière du stockage, ça, pour nous en tout cas, risque de pas être complètement pertinent dans le sens où valoriser du CO2, il faut qu'on le capte quand même aussi avant pour devoir le valoriser, même s'il y a des voies qui s'appliquent directement, mais il y a quand même le captage en amont. Et le captage, on le voit actuellement avec toutes ces difficultés. Un des moteurs pour son développement, c'est les perspectives théoriques, toujours, hein, et avec toutes les questions qui sont liées aux impacts et autres, de pouvoir stocker de façon massive. C'est un des moteurs, un des principaux moteurs pour développer le captage. C'est-à-dire, pour les dire différemment, s'il n'y a pas de stockage, il risque de ne pas avoir de valorisation. Je vais le dire comme ça. C'est pour ça que, oui, la valorisation, c'est tout à fait intéressante et pertinente. C'est pour ça que ça fait partie de nos démarches. Mais on milite quand même en faveur d'une prise en compte dans une logique globale de CSCV. Parce que, séparément, ça risque de ne pas pouvoir se développer comme on le fait tous. Je crois qu'il y avait une autre question. Monsieur. Long Wei-Wu, directeur recherche CNRS. En effet, Madame Dera a mentionné la valeur V par rapport à la valeur S. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Je pense que peut-être la vision encore pour élargir encore un petit peu. Maintenant qu'on parle de valorisation bio, CSC, c'est la plante, c'est algues. Mais il existe beaucoup de micro-organismes. La fermentation, c'est un processus mature de l'industrie. On peut stocker et valoriser immédiatement à l'issue de fumée. Donc, c'est mon point de vue. Une réaction ? J'ai compris que c'était notamment un point d'information complémentaire, plus qu'une question, si je me trompe pas. Mais ce que j'ai juste envie de dire, si je me trompe pas, Nathalie, tu me corriges, mais notamment, il a été réalisé une étude, un panorama de valorisation, qui a identifié 3 segments, une douzaine de voies. Et si je me trompe pas, ce que vous décrivez là, c'est aussi un des sujets qui a été identifié. Donc, ça fait partie du périmètre identifié dans ce segment assez vaste de la valorisation de CO2. Donc, on tient compte aussi de cette voie-là.